et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Dispositif exceptionnel ce soir pour découvrir ensemble les résultats des élections régionales d'une part, les élections départementales d'autre part. Dans une petite demi-heure, nous zoomerons sur chacun des 12 départements de notre région. Mais pour l'heure, restons au niveau de cette région, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Olivier Michel, et à 22h15. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Le nouveau président de notre région n'est pas franchement un petit nouveau. Laurent Wauquiez, donc, est ce soir réélu président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'après les estimations de notre partenaire Ipsos-Steria, le président sortant obtiendrait 55% des voix pour ce second tour, à plus de 20 points derrière Fabienne Grébert de l'Union de la gauche et des écologistes. Vous le voyez, à plus de 34% des voix. Troisième et dernier, il fait un score qui est moins bon que celui du premier tour, Andrea Cotarac du Rassemblement national. Je rajouterai un dernier chiffre important ce soir puisqu'il concerne l'abstention. C'est aussi une estimation, l'abstention qui serait ce soir de plus de 66%. À peu de choses près, c'est la même que la semaine dernière. Le sursaut attendu, appelé par les têtes de liste, n'a pas eu lieu. Et tout de suite, on va écouter la réaction du vainqueur ce soir, de Laurent Wauquiez. Il s'est exprimé en tout début de soirée sur notre antenne. On l'écoute. Ce soir, il y a évidemment beaucoup d'émotions pour toute notre équipe. Les habitants de notre région ont manifesté leur soutien et ils l'ont manifesté avec force, et rarement notre région n'a été aussi unie. J'ai connu aussi les soirs où il faut être capable de se remettre en question. Et je n'ai pas oublié les leçons que j'en ai tirées. Et ce soir, je suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région ont manifesté leur soutien. C'est un moment très fort. Mais cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique. On gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et aux principes qu'on s'est fixés. Laurent Wauquiez qui affiche une grande carrière politique entre notre région, une carrière politique également sur le plan national. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est encore ceux qui le côtoient ou qui l'ont côtoyé. Regardez le portrait signé Sylvie Cozzolino. Qui est Laurent Wauquiez? Comment est-il perçu? Pour commencer ce petit tour d'horizon, direction le Puy-en-Velay, son fief. Jean-Pierre Marcon est le président du département. En 2007, il était suppléant du député sortant Laurent Wauquiez. Il était plus chef que je ne pouvais l'être, si je peux résumer. Il entraînait certainement beaucoup plus les autres que je ne pouvais le faire. Moi, j'étais plus lent à la réaction. Et il voulait atteindre peut-être son but beaucoup plus vite et montrer qu'il était peut-être le plus fort dans ce domaine-là. Ce n'était pas tout à fait moi ce que je recherchais, c'est tout. Ce que vous proposez, c'est 2 € au choix. Dans l'hémicycle, les joutes verbales entre le président et Jean-François Debat, chef de file socialiste, sont fréquentes. Avec ses adversaires, il est brutal. Sa manière de couper les débats, en gros, vous parlez 2 minutes, il vous coupe le micro, et lui, il vous répond pendant 10 minutes. Et évidemment, sans que vous ayez, vous, la possibilité de répondre. Cette pratique-là, c'est une pratique de quelqu'un qui, en réalité, ne supporte pas la contradiction publiquement. Il ne faut pas faire L'ancien préfet de Haute-Loire ne mâche pas ses mots, il l'a même écrit dans un livre. S'il fallait caractériser d'un mot M. Wauquiez, je dirais duplicité. Il s'appuie sur un événement, l'incendie de la préfecture au Puy-en-Velay pendant les rassemblements de Gilets jaunes. Et il a organisé avec le maire du Puy un rassemblement de soutien aux manifestants, pas devant la mairie, mais sous les fenêtres de la préfecture. Il a revêtu le gilet jaune. Quelques jours plus tard, sur France 2, il dément avoir revêtu un gilet jaune. Il dénonce le laxisme du gouvernement et s'étonne que les manifestations n'aient pas été interdites. Pour ce colistier, Laurent Wauquiez est un hyperactif incompris. Il ne sait pas se faire aimer à la hauteur de ce qu'il est. Ça veut dire que quand on le connaît, on le soutient et on a très envie de soutenir son action. C'est plutôt ça. Et il n'y a aucune insincérité. C'est quelqu'un qui
qui dit vraiment ce qu'il va faire et qui le fait. Un grand merci pour votre accueil. C'est un peu le syndrome des premiers de la classe, qui sont très très brillants et qui sont un petit peu isolés dans le groupe ou qui ont une vision un petit peu verticale des choses. Je compare avec Nicolas Sarkozy, vous voyez, qui renvoyait cette image très autoritariste, très clivante. Et je trouve que chez Laurent Wauquiez, il y a un peu de ça, avec une part de lui-même qu'on ignore. En revanche, tous sont d'accord sur un point, Laurent Wauquiez voit bien plus loin que la région. Laurent Wauquiez va bien plus loin que la région. On va tout de suite poser la question à Camille Da Silva qui se trouve au QG de Laurent Wauquiez. Rebonsoir Camille. La fête est finie manifestement derrière vous. Mais la fête est finie, en tout cas pour nous, puisqu'on n'a plus le droit d'accéder à la terrasse, mais elle se poursuit désormais à l'abri des regards. C'est Laurent Wauquiez qui lui-même nous a demandé maintenant de sortir, de quitter la terrasse. Laurent Wauquiez qui, après avoir pris le temps de saluer ses militants, ses colistiers, est désormais assis aux côtés de ses proches derrière moi. Et c'est ici qu'il va passer le reste de la soirée. L'ambiance est plus calme qu'à l'annonce des résultats. Tout le monde est désormais en train de savourer cette réélection autour d'un repas. En tout cas, le président de région ne donnera aucune interview ce soir et repart sur le terrain dès demain matin. Il a rendez-vous à Lyon à 10h30 à la gare La Part-Dieu, puis ensuite en Auvergne où il sera notre invité dans le journal de 19h. Puis on rappelle qu'évidemment l'élection du président aura lieu donc en session plénière ce vendredi. Alors parmi les paroles fortes que vous avez pu entendre ce soir sur France 3, eh bien celle de Fabienne Grébert, arrivée donc en deuxième position avec 33% des voix et qui apparaît donc évidemment mécaniquement ce soir comme la leader de l'opposition à Laurent Wauquiez au Conseil régional. Très offensive dans son discours sur France 3, on l'écoute. Un président sortant qui a orienté le débat autour du seul thème de la sécurité, alors même que nous ne l'avons jamais entendu sur les sujets du climat, de la formation professionnelle, de l'économie, de la culture, de l'aménagement du territoire, alors que ces sujets sont au cœur des compétences régionales. Ces sujets occultés traduisent son bilan catastrophique sur tous ces thèmes. Mais cette abstention record traduit la défiance de nos concitoyens et concitoyennes à l'égard de la politique, défiance vis-à-vis d'élus qui se servent de la région comme un marchepied vers leur carrière présidentielle. Alors parmi les questions qui se posent, les questions purement politiques et de stratégie électorale, évidemment celle de l'union à gauche à travers cette élection. Je vous propose d'écouter du reste à ce propos-là les déclarations d'Olivier Bianchi, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, et celle aussi du patron écologiste de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Ceux qui avaient dit que la division des gauches au premier tour pouvait créer une dynamique dans l'unité du deuxième tour, on vient de se rendre compte... vous venez de le rappeler sur votre plateau, qu'il n'y a pas eu vraiment d'effet de dynamique, de rassemblement au deuxième tour. Ça nous oblige à réfléchir tous ensemble, avec l'ensemble des forces de la gauche sociale et écologique, pour l'avenir, parce qu'en réalité, il n'y a pas de schéma qui est préconçu. Si nous ne trouvons pas le moyen de convaincre nos électeurs que nous avons un projet alternatif de société, alors nous resterons toujours deuxième ou troisième dans ces élections à venir. On ne gagne pas en étant contre, on gagne sur un projet. Ce que nous avons fait l'année passée à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon et sur d'autres communes, c'est autour d'un projet, une dynamique. Et ce n'est pas s'unir pour s'unir. Il faut vraiment créer une dynamique et c'est tout le pari et tout le besoin qu'on a écologiste d'y arriver. On y est arrivé pour l'instant des élections locales. Il reste le plus dur à faire, y arriver aux élections nationales, mais on ne gagnera pas simplement en faisant des unions pour faire des unions. On l'a vu d'ailleurs à ces élections régionales, quand il y a eu des unions dès le premier tour. Malheureusement, ça n'a pas marché plus que quand il n'y en a pas eu. Ce qui marche, c'est des dynamiques sur des projets clairs, ce que nous n'avons pas su porter ou pas pu porter dans le contexte actuel de cette élection un petit peu particulière en termes de campagne. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter l'année prochaine. Si on connaît le résultat de l'élection régionale de manière globale, en tout cas l'estimation, puisque les résultats définitifs tomberont dans la soirée, on connaît aussi quelques résultats maintenant, ce qu'on appelle les sections départementales. Vous savez qu'on votait dans 13 sections départementales, nos 12 départements plus la métropole de Lyon. Et le premier résultat donc définitif dans ces sections qui nous parvient, c'est celui du département du Rhône, où Laurent Wauquiez donc ce soir réalise un score qui dépasse les 59%. Fabienne Grébert est à 28 et Andrea Cotarac à 12. Donc on parle bien du nouveau
Rhône. Alors puisqu'on les a, on va donner d'autres résultats donc, de ces sections départementales. Dans la Drôme, Laurent Wauquiez réaliserait un peu plus de 50% des voix dans la Drôme. 35% pour Fabienne Grébert, donc qui fait un score 2 points supérieur à sa moyenne régionale, d'après notre estimation. Et résultat donc dans ce département, 14% pour Andrea Cotarac. Et puisqu'on continue aussi sur le sud de la région, en Ardèche, résultat définitif de ces élections régionales, 54% pour Laurent Wauquiez, 34% pour Fabienne Grébert et 11,5% pour Andrea Cotarac. Alors maintenant, je vous propose d'écouter une prise de parole qui va peut-être nous questionner, et je vous questionnerai tout à l'heure à ce propos-là, Daniel, celle de François-Noël Buffet. Il est sénateur LR du Rhône et il revient sur les ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez. On l'écoute. Laurent Wauquiez a déjà été un élu national en responsabilité gouvernementale. Chacun connaît ses qualités personnelles, intellectuelles et professionnelles. On connaît aussi son expérience dans la gestion d'une très grande collectivité locale Auvergne-Rhône-Alpes. Il vient d'être brillamment réélu. Il n'est pas illégitime qu'il puisse se poser des questions, en tous les cas réfléchir. Gageons simplement que si la droite est en capacité de gagner cette élection présidentielle, qu'elle le fasse de façon organisée, que chacun puisse se retrouver pour que nous puissions l'année prochaine, au même moment, fêter la victoire de l'élection présidentielle. C'est ça l'enjeu politique. Daniel, clairement ce soir, l'ambition de Laurent Wauquiez, c'est la marche du dessus, c'est la présidentielle de l'année prochaine ? Écoutez, la certitude, c'est qu'il a bien l'intention d'être présent sur la scène nationale, d'y être un acteur majeur et un des principaux acteurs des Républicains. Ça, c'est une certitude. Après, je pense qu'il va se donner le temps de la réflexion, quelques semaines. Il annonce ses décisions pour l'été, savoir s'il participera à l'entreprise de départage des différents candidats. Sera-t-il in fine candidat lui-même ? Je ne sais pas s'il a pris sa décision, mais encore une fois, il est désormais à nouveau sur la scène nationale et son retour, il sera forcément assez fracassant. Ça se jouera face à Xavier Bertrand, qui est réélu ce soir dans les Hauts-de-France et qui est candidat déjà à la présidentielle, il a annoncé. Ça se jouera dans un certain cercle où il y a Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier et peut-être le maire de Cannes, David Lisnard. Oui. Pardon, je vous en prie. Peut-être faudra-t-il compter aussi avec un autre personnage politique important dans notre région, avec Éric Piolle, qui lui aussi a des velléités. Oui, mais qui lui n'est pas candidat à la primaire de départage de la droite. On est d'accord. Mais tout à fait, Éric Piolle devrait annoncer sa candidature dans les 10 jours pour la primaire du pôle écologiste. Justement, puisqu'on parle de la gauche, Daniel, un mot. Ce soir, Fabienne Grébert était là tout à l'heure. On a été surpris, nous l'avons déjà dit, par le ton très offensif. Elle parlait effectivement de l'extrême droite pour qualifier la politique menée par Laurent Wauquiez. Elle s'est vraiment positionnée ce soir, particulièrement sur France 3, comme la leader de l'opposition, et une opposition qui sera, encore une fois, très offensive. C'est une opposition qui sera très offensive, et le mot est faible. Elle a choisi une problématique, une thématique agressive, qui peut être discutable du point de vue politologique. Tout ceci dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui se confirme être une terre de droite, aussi bien au niveau régional qu'au niveau départemental, mais qui se caractérise par un archipel urbain qui va de Clermont-Ferrand à Annecy, en passant par Grenoble et Lyon. Et cet archipel, il est vert, rose, rouge. Donc on a cet archipel, ces îlots qui sont plus ou moins reliés entre eux au sein d'une région très à droite. Et celle qu'on n'a pas encore entendue ce soir, c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui s'est effacée au profit de Fabienne Grébert, qui a rassemblé, elles ont fusionné leur liste pour ce second tour. On l'écoute, s'il vous plaît. On a fait le rassemblement à gauche, comme vous l'avez constaté, très vite avec Fabienne Grébert et Cécile Cukierman. Et je me réjouis que notre score aujourd'hui dépasse finalement la simple arithmétique du rassemblement de nos trois forces et démontre bien que finalement le rassemblement de la gauche est porteur d'une dynamique, d'un enthousiasme. Et je pense que maintenant c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise. On va être dans l'opposition, à n'en pas douter, mais on va être une opposition constructive, une opposition qui sera là, qui sera solide et qui fera en sorte de démontrer que d'autres politiques régionales peuvent être conduites que celle de M. Wauquiez.
Najat Vallaud-Belkacem, qui n'était pas en région Auvergne-Rhône-Alpes ce soir, puisque vous avez peut-être pu l'entendre si vous avez suivi aussi en partie la soirée chez nos confrères de France 2. Elle était donc aussi sur France 2. Voilà, je propose maintenant d'écouter une autre réaction qu'on a diffusée tout à l'heure et qui est aussi intéressante, qui apporte évidemment pas mal de choses, celle de Damien Abad, c'est le patron des députés républicains à l'Assemblée nationale. Vous savez, ce soir, la victoire de Laurent Wauquiez, elle est nette et sans bavure. Donc elle valide à la fois un projet, mais aussi une méthode de gouvernance. Et personne ne peut venir ici contester cette méthode qui est faite tout simplement d'autorité, de détermination. Il y a un chef, il y a un patron, et c'est normal que lui donne le là. Ensuite, il y a une équipe. Il y a une équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est là pour rassembler, pour créer un projet. Bien sûr qu'il y a un taux d'abstention qui est important partout en France et Auvergne-Rhône-Alpes également. L'abstention est importante. On doit tous se poser les bonnes questions. C'est pas normal qu'on se trouve avec si peu d'électeurs qui viennent aux urnes, mais c'est aussi le fait qu'on ait eu 2 scrutins en même temps, les départementales, les régionales. C'est aussi la distribution des propagandes qui a été extrêmement compliquée sur le territoire. Malgré tout, ce soir, c'est la victoire de Laurent Wauquiez, de ses équipes. Et puis, chez nous, dans le département de l'Ain, c'est aussi la confirmation de notre majorité départementale de manière très large. Et ça, c'est important parce qu'on envoie un signal à la fois sur l'autorité, sur le respect et sur les valeurs de droite que sont le travail, tout simplement, et notre projet politique qui repose sur ces fondations-là, ces piliers, ces valeurs-là. Daniel Navreau, Damien Abad y faisait allusion. Là encore, sur ce deuxième tour, il y a eu un vrai problème de distribution du matériel de vote, de la propagande. Et ça pose vraiment question dans notre contexte électoral. Mais oui, l'abstention bis, mais aussi les ratés bis qui sont scandaleux, je l'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, on peut espérer des sanctions et pas simplement des convocations demain place Beauvau pour des remontées de bretelles. Il faut aller plus loin. C'est absolument inadmissible dans une démocratie qui se dit moderne d'avoir ce genre d'incapacité, de désorganisation, et qui pose d'ailleurs des problèmes parfois de sous-traitance qui sont peut-être malvenus. À quel point on va voir effectivement avec les chiffres, les résultats définitifs, notamment le nombre de personnes qui ont voté pour chacune des listes, mais quand même, la semaine dernière, si on rapporte en fait les pourcentages notamment aux inscrits, c'est-à-dire au corps électoral, on se retrouve quand même dans une situation où les présidents élus ce soir, et notamment Laurent Wauquiez, sont élus avec une minorité quand même aujourd'hui du corps électoral. Oui, c'est le cas aussi pour les départementales. Ça a été le cas l'année dernière pour les élections municipales. Dans ce cas, on pourrait considérer comme, entre guillemets, illégitimes tous les élus locaux français, ou quasiment tous. Non, ils ne sont pas illégitimes, ils ont bien été élus, mais cela pose effectivement un problème. Globalement, on sait que l'abstention se répartit grosso modo entre toutes les formations, mais elle est effectivement un peu plus importante pour certaines formations politiques, le RN incontestablement, mais la grande question, c'est de savoir si l'abstention dont a été victime le RN sera durable ou non, s'il a effectivement véritablement perdu une part de son électorat ou s'il est en capacité de la reconquérir dans les mois qui viennent. La question est posée, nous n'avons pas encore la réponse. Et cette abstention, elle pose vraiment la question du mode de gouvernance. On a entendu 2 positions à droite ce soir. Pour ceux qui nous suivent sur France 3 Rhône-Alpes, la présidente du conseil départemental de la Drôme qui se positionnait pour plus de participation du public, des citoyens dans la vie quotidienne. Laurent Wauquiez, enfin en tout cas par la voix de Nicolas Daragon présent sur notre plateau ce soir, n'a pas du tout l'intention de s'engager dans cette voie-là. Je pense que la démocratie participative est un accompagnement de la démocratie représentative, mais qu'un accroissement de la démocratie participative ne renforcera pas forcément la participation aux élections. Je pense que ce sont 2 choses de nature différente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, cette démocratie participative. Elle est très importante, mais je ne crois pas que la solution pour résoudre la question d'abstention soit dans cette stratégie. 4 femmes, 9 hommes ce soir élus à la présidence des régions. Et parmi ces 9 hommes, Laurent Wauquiez. On va revivre ce moment que vous avez vous aussi vécu sur France 3. C'était l'arrivée quasi triomphale de Laurent Wauquiez à son QG tout à l'heure.
On attend dans un instant à l'autre Andrea Cotarac. On va quand même rappeler donc les résultats pour ceux qui nous rejoignent donc à 22h30 sur France 3. Résultat d'une estimation, mais vous le voyez, il y a très peu de changements. Si notamment vous avez suivi la soirée électorale donc la semaine dernière, plus de 55% donc des suffrages pour Laurent Wauquiez, plus de 33% pour Fabienne Grébert et Andrea Cotarac, donc qu'on attend sur ce plateau d'un instant à l'autre, fait 11,3%. L'autre chiffre, je le rappelle, c'est une donnée assez fondamentale et vous retrouverez demain tous ces résultats bien sûr analysés dans vos différents journaux, que ce soit à midi ou à 19h sur France 3. L'autre chiffre dont on voulait vous parler ce soir, c'est l'abstention, bien évidemment, estimation. Elle devrait être donc de plus de 66%. Je voudrais là aussi quand même avoir une question. Moi j'ai entendu ce soir un certain nombre de raisons qui sont des raisons, on va dire, conjoncturelles, profession de foi, post-Covid, mais il y a quand même, et on le disait la semaine dernière, Daniel, il y a quand même des raisons structurelles. On n'en vient pas à ce niveau-là uniquement à cause de la crise Covid ou de profession de foi. Mais écoutez, on parle de la décomposition de la droite qui sera en train de se recomposer, on parle de la décomposition de la gauche, on parle de la déconstruction, on parle du macronisme qui a pris à droite et à gauche, qui est à droite et à gauche. Objectivement, on a une opacité de la scène politique nationale française qui est terrible. Donc une offre politique chaotique dans laquelle les électeurs ne se retrouvent pas. Je pense que c'est là l'élément essentiel qui explique cet abstentionnisme, qui est aussi un abstentionnisme générationnel. On voit bien que l'abstention entre les 18 et 35-40 ans est très, très importante. Et donc là, on a aussi un rapport à la politique différent de la part des jeunes ou, encore une fois, de cette classe d'âge qui attend autre chose. Andrea Cotarac, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. On parlait à l'instant avec Daniel de cette abstention qui bat à nouveau des records. Vous appeliez la semaine dernière ici même à ce sursaut des patriotes. Qu'en est-il? Manifestement, vous n'avez pas été entendu par votre propre électorat. Tout à fait. D'abord, je remercie mes électeurs qui se sont déplacés, les cadres, les candidats du Rassemblement national. Effectivement, je pense que on a une abstention qui est à nouveau historique, record. Je pense que c'est extrêmement grave au niveau de la démocratie locale, qui est manifestement en crise. En 2015, nous avions plus de 50% des électeurs qui étaient sortis s'exprimer. Aujourd'hui, c'est plus de 60-65% d'abstention, ce qui est quand même une crise parce que je crois qu'au-delà des résultats, d'abord et avant tout, on a un conseil régional qui sera avec une légitimité, en tout cas, moindre. Quand on a un président sortant qui est réélu, mais sur la base de 15% des inscrits, c'est problématique quand on sait que 80% des jeunes sont à nouveau pas allés voter, 72% des ouvriers, les catégories populaires. Donc la légitimité sera quelque chose à réfléchir et à discuter tous ensemble, d'ailleurs de manière transpartisane. Andrea Cotarac, est-ce que vous n'avez pas fait une erreur stratégique dans l'entre-deux tours? Vous avez durci votre campagne, vous avez associé notamment Laurent Wauquiez et d'autres députés LR à l'islamisme, des soutiens soi-disant à des mosquées salafistes. De l'autre côté, Fabienne Grébert, elle, a qualifié Laurent Wauquiez finalement d'extrême droite en disant que c'est une politique qui était menée extrêmement. Et est-ce que là, il apparaissait pas finalement, l'argument des uns et l'argument des autres n'était pas déjugé justement par vos stratégies et finalement il apparaissait victime d'une certaine posture, on va dire plutôt politicienne, plutôt qu'un regard assez lucide sur son mandat? Non, d'abord, je crois qu'il y a une prime au sortant qui est évidente. Partout en France, que ce soit LR avec M. Wauquiez, que ce soit PS avec Carole Delga et d'autres. Donc pour le coup, c'est une dimension nationale qu'il faut avoir, à la fois sur la crise démocratique et à la fois sur la prime au sortant. Sur l'entre-deux tours, non. Je crois qu'effectivement, on a d'ailleurs, vous avez vu les vidéos, on a des candidats de Laurent Wauquiez qui effectivement ont prêché au rez-de-chaussée de mosquée pour aller quémander des voix. Tout ça n'est pas à déjuger. Et c'est pour ça que vous voyez, demain, en fait, c'est pour ça que demain, il apparaissait sans doute peut-être finalement plus modéré parce que les uns et les autres trouvaient des argumentaires qui étaient, allez, on va les résumer comme ça, tous sauf Wauquiez. Et cette stratégie-là ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Je crois d'abord que les électeurs ne sont pas sortis aux urnes. Je crois que les professions de foi ne sont pas arrivées dans les boîtes aux lettres. Je crois ça ne peut pas expliquer quand même 66% d'abstention. Si. Non, mais pas seulement. Non, mais je dis qu'il y a une crise démocratique. Je le répète, une crise démocratie locale qui est évidente partout en France. Je dis que les professions de foi ne sont pas arrivées. Je dis que le gouvernement, y compris entre les deux tours, n'a pas assuré sa mission démocratique. Les professions de foi se retrouvent à nouveau éparpillées dans les forêts. Les débats ont été refusés par Laurent Wauquiez.
Heureusement que France 3 en a fait un avant le premier tour et un au second, puisque tout le reste, il les a refusés. C'est une drôle de manière, finalement, de rendre le débat transparent. C'est une drôle de manière de défendre son bilan. Donc oui, vous pouvez compter sur nous, au Rassemblement national, au Conseil régional, pour avoir une opposition claire, à la fois sur le communautarisme et sur toutes les autres thématiques. Allez, on va l'écouter justement, Laurent Wauquiez, sa réaction tout à l'heure sur notre antenne, un peu après 20h. Ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région, car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer. Et de la même manière, je crois dans la préférence locale, je crois dans la relocalisation de nos entreprises. Je suis convaincu qu'il faut ramener la production dans notre territoire plutôt que d'importer ce qui vient de l'extérieur. C'est mieux pour l'emploi, c'est mieux pour l'environnement. Et il nous faut demain plus de protection vis-à-vis de l'extérieur et plus de liberté à l'intérieur, moins de normes, moins de charges, moins de harcèlement administratif. Voilà pour cette vision pour ces presque 7 prochaines années. Je vous propose de revoir tout de suite le parcours de Laurent Wauquiez depuis la mairie du Puy-en-Velay en Haute-Loire, donc jusqu'au conseil régional à Lyon. Du Puy-en-Velay à la présidence de la région, en passant par Paris, à 46 ans, Laurent Wauquiez coche presque toutes les cases de la réussite en politique. En 2004, il est le Benjamin de l'Assemblée nationale, député à 29 ans. 2007, porte-parole du gouvernement Fillon. Paris, oui, mais comme son mentor et père spirituel Jacques Barrot, c'est la Haute-Loire qui devient son fief. Ici qu'il construit son image, parc à rouge, homme de terroir et de terrain. Ici qu'il est élu maire en 2008, réélu en 2014. Mais l'ambition nationale ne le quitte pas. Depuis 2008, Laurent Wauquiez a été successivement secrétaire d'État chargé de l'emploi, ministre des Affaires européennes, de l'enseignement supérieur, secrétaire général de l'UMP et président des Républicains en 2018. Ici, au Puy-en-Velay et même dans notre région, les gens me connaissent. Ils s'en fichent de savoir est-ce que je suis président ou pas président. C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es resté les pieds sur terre? Et est-ce que tu es à notre écoute? Juin 2019, les Républicains se déchirent, la personnalité de Laurent Wauquiez clive, il démissionne. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Ce sera désormais la région, rien que la région, Auvergne-Rhône-Alpes, laboratoire de sa politique de rupture. Laurent Wauquiez réélu, la région suffira-t-elle à étancher sa soif d'ambition? Andrea Cotarac, quand vous entendez Laurent Wauquiez, et vous l'avez entendu pendant la campagne, parler de relocalisation, parler de protection à l'extérieur, parler de sécurité, je me demande quelle va être l'attitude de votre groupe au sein du Conseil régional quand il va falloir voter ce type de proposition de décision. Elles correspondent à votre corpus idéologique, vous ne pouvez pas les refuser. Non mais d'abord, il faut voir la philosophie. Je vous ai déjà fait les différences entre la sécurité en mode Wauquiez, à savoir multiplier la communication, multiplier les choses, etc. Relocalisation, vous êtes d'accord avec ça? Nous, on va travailler sur le fond des dossiers exactement, pas sur la communication qu'il fera. On aura des élus qui seront sérieux, qui vont travailler. Maintenant, on va dénoncer aussi, puisqu'on est responsable politique, un parti LR qui a un double discours. Constamment. Quand Laurent Wauquiez parle de se protéger, pourquoi le parti LR vote pour l'ouverture des frontières en matière économique, les traités de libre-échange? Lorsque Wauquiez parle de sécurité, pourquoi lorsqu'ils sont au pouvoir, ils suppriment des postes de policiers et de gendarmes? Il faut avoir conscience, lorsqu'on est engagé politique, de tout ce qui se passe à toutes les échelles. Alors, on ne peut pas se faire avoir par Laurent Wauquiez. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Bah, écoutez, vous proposez des dossiers qui n'existent pas pour l'instant. On va les analyser. Vous savez que dans les déclarations, c'est des déclarations, mais bon. Ah oui, c'est des déclarations. Monsieur Wauquiez fait beaucoup de déclarations. Lorsqu'il trouve des masques pour le Covid, il dépense 60 000 € de communication, effectivement. Donc, si on vote un jour, par exemple, un projet qui favorise les relocalisations d'entreprises, nous, en tant qu'élus, vous, le cofondateur du parti localiste, j'imagine que vous allez soutenir cette démarche. Si les résultats, c'est fait pour relocaliser, oui. Mais attendez, il avait dit ça, il n'a pas sauvé l'entreprise Ecopla, il n'a rien fait pour Alstom. Donc, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de paroles, mais dans les actes, c'était autre chose. Donc nous, en tant qu'élus, dans l'Assemblée, on va analyser les dossiers, on va voir les acteurs et on votera en conséquence. Je vous ai posé tout à l'heure la question en duplex, mais quel avenir pour vous? Pour votre carrière politique, vous essuyez un deuxième échec après les métropolitaines l'année dernière. Quel avenir pour vous au sein du Rassemblement national? Écoutez, il faut prendre les résultats avec humilité. Il faut avoir la tête froide. Je constate qu'à l'échelle nationale, effectivement, le Rassemblement national baisse puisque les catégories populaires se sont abstenues. Maintenant, j'ai bon espoir pour la présidentielle. On sait que les catégories populaires votent pour la présidentielle puisqu'ils savent bien que c'est là que tout changera. Et donc, je suis d'ores et déjà prêt à mener les combats à l'avenir.
La semaine prochaine, rendez-vous important du Rassemblement national. Vous allez vous retrouver. Il y a le congrès effectivement du Rassemblement national. Il y a aussi l'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc effectivement, le rythme va se poursuivre la semaine d'après. Vous êtes un des plus faibles scores du Rassemblement national ce soir? Je ne sais pas, ça n'a peu d'importance. Vous allez devoir rendre des comptes à Marine Le Pen? Mais attendez, madame, il n'y a pas de compte à rendre. Le compte à rendre, c'est face à la démocratie locale et à la crise. Le compte à rendre, c'est le gouvernement qui doit les rendre face aux professions de foi, face aux clips qui ne sont pas arrivés, face au reste. Nous, on garde la tête froide, nous sommes des militants et on va de l'avant. Merci beaucoup, Andréa Cotarac, d'être venu ce soir sur notre plateau. Merci, on va à nouveau changer d'échelle, donc resserrer le zoom sur nos départements en Auvergne-Rhône-Alpes, où on y voit beaucoup plus clair à l'heure qu'il est. Concernant l'élection régionale ce soir, donc, on retiendra bien évidemment pas de changement. Laurent Wauquiez réélu pour un peu plus de 6 ans. Voilà les résultats, les réactions, les analyses à retrouver bien sûr sur notre site internet aura.france3.fr et demain dans nos journaux, dans nos JT à midi et à 19h. Allez, il est temps d'aller voir d'un peu plus près ce que ça donne dans les Alpes, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et un bel été. Allez, on reprend la soirée des départementales cette fois-ci avec le retour de Yannick Cusy. Yannick, avant de revenir vers vous, je voudrais qu'on aille tout de suite en Ardèche puisque c'est le département, on vous l'a expliqué, qui était, on va dire, sur la sellette quasiment. Marie Redortier est donc en duplex avec nous depuis Privas. Marie, dites-moi, est-ce que là, maintenant, à 22h45, vous pouvez nous confirmer que le département a basculé ou pas ? Alors oui, en tout cas, on a des résultats définitifs, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, c'est une victoire ou une défaite historique. Cela dépend de quel côté on se place ici en Ardèche, puisque 8 cantons sont à gauche. On peut citer par exemple celui de Berguelvy, celui du Pouzin ou encore celui de Vallon-Pont d'Arc, où Laurent Huguetto, le président sortant du département, affiche une large victoire. Mais de l'autre côté, on a également 8 cantons qui ont été remportés par la droite. On a notamment les cantons d'Annonay 2 ou bien des Cévennes ardéchoises qui ont basculé. C'est donc un match nul et tout se joue sur un seul canton, c'est celui de Rhône-Eyrieux qui va faire vraiment la différence. Alors Christian Ferroussier et sa colistière se sont présentés, je vous le rappelle, en tant que candidats indépendants. Ils sont en tête dans ce canton. Christian Ferroussier qui est sorti de la majorité sortante socialiste. Aujourd'hui, il est soutenu par la droite et c'est lui vraiment qui va faire pencher la balance. Alors pour l'heure, on ne peut pas vraiment affirmer qu'il va se ranger du côté de la droite, mais selon les échos que nous avons, ce serait le cas. Et d'ailleurs, on le sait en ce moment, on a eu cette information-là. Nous, en tout cas, Olivier Amran et Christian Ferroussier seraient actuellement en train de discuter. En tout cas, la droite se réjouit ici en Ardèche et Laurent Huguetto, lui, reste injoignable. Alors, est-ce un signe? Est-ce la fin de 23 ans de règne pour la gauche ici en Ardèche? On ne peut pas l'affirmer, je le répète, mais on en prend vraiment le chemin. En tout cas, il semble que le conseil départemental, lui, ait déjà baissé pavillon puisque les lumières ont été éteintes derrière vous. Marie, merci beaucoup. Juste parce que effectivement, Marie est dans l'incertitude quasiment ce soir. Vous, Yannick, vous avez fait le calcul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ensemble, a priori, des cantons? On va arrêter le suspense sur Rhône-Eyrieux, en Ardèche, qui a été remporté par le PS, donc le binôme Christian Ferroussier et Julie Sicois-Ilosier, avec 54,03% des voix, ce qui nous donne, pour ce département de l'Ardèche, 8 cantons à droite et 9 à gauche. Donc une légère majorité de gauche sur les 17 cantons à cette heure-ci de nos résultats. Allez, on va rejoindre maintenant en direct de la préfecture du Rhône, et qui est également le siège du conseil départemental, son président actuel qui a toutes les chances d'être réélu dans quelques jours. Christophe Guillotot, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guillotot, vous confirmez le grand chelem de la droite ce soir dans le département? Un grand chelem, pas tout à fait, parce que sur 13 cantons, on en gagne 12. Et le 13e, c'est un binôme centriste LRM. Ce que je confirme, c'est qu'il n'y a plus aucun canton de gauche dans le département du Rhône. Voilà. Monsieur Guillotot, comment, vous analysez cette victoire ce soir, qui était vraiment très attendue, qui ne laissait pas beaucoup de doutes après les résultats de dimanche dernier? On sent bien que dans chacun des départements, il y a à la fois une vague à droite, en tout cas une confirmation de la droite départementale, mais il y a également aussi une très forte prime aux sortants. On en a beaucoup parlé dans cette soirée.
primo-sortante, certes, mais aussi la reconnaissance de ce que les élus ont fait sur le territoire. Nous, le département du Rhône, c'est un département spécifique qui a été coupé il y a 6 ans. Et pendant 6 ans, on a fait une politique nouvelle, une politique à nous, et qui a été reconnue par les habitants du Rhône dans les 12 cantons, voire même dans les 13 cantons. Voilà, donc on a sorti le département de ses difficultés financières, on a eu une politique sociale importante, on a passé la crise Covid, je veux dire, avec force, à côté des communes, à côté de la région. Cette crise, elle a quand même coûté 14 millions au département, mais on a fait, je dirais, comme on dit chez nous, le job. Et peut-être ce qui était, en plus, on était des candidats unis sous le vocable majorité départementale, droite et centre, et c'était la première fois que les électeurs du département avaient cette possibilité électorale. Quand on va sur ces convictions, je vois que les électeurs nous rejoignent, comme ça a été le cas pour la région aussi. Monsieur Guillotot, dernière question. Vous étiez très confiant quand même dans cette élection. Du coup, je me demande pourquoi vous avez refusé de participer au débat sur les départementales dans le Rhône sur France 3. J'avoue que rétrospectivement, alors que vous n'aviez un enjeu qui était très, très faible pour vous, la majorité allait quasiment passer. Pourquoi vous n'êtes pas venu pour ce débat ? Pourquoi je ne suis pas venu? Parce que le débat a changé 3 fois d'horaire et qu'en plus, je devais faire un débat avec les leaders, je dirais, du Front National et les leaders du Parti Socialiste, et je me retrouvais ce soir-là avec des seconds couteaux qui n'étaient même pas au deuxième tour. Donc je crois que j'ai bien fait, je n'étais pas là pour leur faire de la promotion, et j'ai laissé un vice-président qui était tout à fait à même d'être l'orateur de la soirée. Voilà. Et moi, ce soir-là, j'avais une réunion dans mon canton avec 250 chefs d'entreprise, et c'était certainement aussi intéressant d'être sur FR3, et ça a permis certainement à Daniel Valero, qui était là ce soir, de faire le très bon score qu'il a fait. Ça l'a mis en avant et c'était une très bonne chose. Voilà. Donc j'ai joué Merci collectif. pour cette franchise dans les calculs politiques. Merci beaucoup Christophe Guillotot. Et on va continuer notre tour des départements dans la Loire avec Claire Exbraya. Rebonsoir Claire, on vous a vu, vous nous avez fait partager tout à l'heure un moment fort avec Georges Ziegler. Est-ce que les résultats définitifs le concernant notamment sont tombés chez vous ? Alors non, c'est toujours pas officiel malheureusement, mais en tout cas, lui nous a confié que c'était quasiment fait. Il ne manquerait en fait juste les résultats d'un bureau de vote, mais il est très confiant, il nous a confirmé sa réélection, donc on peut dire que c'est quasiment bon et qu'il conserve le canton de Saint-Étienne 1. D'ailleurs, la droite ligérienne garderait tous ces cantons où elle avait des élus sortants et on en gagnerait au moins 3 autres supplémentaires, ce qui ferait un total de 17, voire 18, peut-être 19, un record historique pour la droite ligérienne sur les 21 cantons qui existent dans la Loire. Autant vous dire que c'est une débâcle pour la gauche ligérienne qui, elle, arriverait à conserver à peine 3 cantons. Ce qui est assez dur, elle accuse le coup la gauche aujourd'hui à Saint-Étienne. Et enfin, aucun canton pour la République En Marche et non plus aucun canton pour le Rassemblement National dans la Loire. Merci Claire. Yannick, des résultats en plus ? Oui, en fait, sur la Loire, il manque les cantons de Saint-Étienne pour l'instant. Donc pour l'instant, on a 14 cantons à droite, 1 à gauche. À propos du Rassemblement National, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun canton nulle part ce soir. Et on va dans l'Ain tout de suite retrouver Franck Grasso. Vous nous le confirmez, pas non plus de canton Rassemblement National chez vous, Franck ? Non, tout à fait. 21 cantons sur 23 sont donc toujours tenus par la droite et le centre. Avant toute chose, je voulais vous faire entrer dans les coulisses de la préfecture où on reçoit à l'instant tous les PV, vous le voyez sur les images de Vincent Diga, les PV de toutes les communes. Voilà, et demain, tous ces PV vont être passés au crible en présence du président du tribunal de Bourg-en-Bresse. On va tout recompter, on va tout valider. Et sûrement qu'on arrivera au même décompte, à savoir que 21 cantons sur 23 restent à la droite et au centre. Et on attendait tout simplement le dernier canton, Bourg-en-Bresse 2, où la gauche au premier tour était arrivée en tête. Et bien là encore, c'est le binôme sortant, Hélène Cédillo, la maire de Péronat, et Pierre Lurin, conseiller municipal sur Bourg-en-Bresse, qui donc repartent au conseil départemental de l'Ain. Voilà, donc j'espère aussi que vous avez bien apprécié cette petite parenthèse de la démocratie. Oui, parfaitement bien, Franck. Merci beaucoup. On va rejoindre tout de suite Sophie Valsecki qui est en direct de la préfecture de la Drôme. Sophie, donc, en quelques mots, résumé ce soir, large victoire de la majorité sortante.
Victoire très nette de la droite en Drôme ce soir. Elle gagne 3 cantons, Grignan, Romans-sur-Isère et Valence 2, 3 cantons qui appartenaient à la gauche ou à République En Marche. La droite remporte 14 des 18 duels ce soir et 3e tour, je vous le disais tout à l'heure, jeudi avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée départementale. Sophie, voilà pour les départementales dans la vallée du Rhône. Et puis l'autre scrutin, vous le savez, c'était les régionales un peu avant 23h. Que fallait-il retenir de cette soirée? Ce que vous avez manqué, si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est le best-of préparé par Philippe Régani. Le futur président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle Laurent Wauquiez. Bonsoir Daniel. C'était une soirée sans surprise, à tous les niveaux, à commencer par l'abstention, 66,6%. C'est à peine moins qu'au premier tour, alors qu'il y avait eu une remobilisation des électeurs entre les deux tours en 2015. Il n'y a pas de sursaut, il y a une crise profonde, effectivement. Non pas une crise du civisme des Français, je pense, mais une crise politique. Pas de surprise non plus pour le trio dans l'ordre. Victoire nette, indiscutable de Laurent Wauquiez. Vous voyez derrière moi et je pense que vous êtes en train de l'entendre. Les militants viennent de découvrir les résultats. 22 points d'avance sur la liste de la gauche unie. La victoire de ce soir, c'est la victoire d'un cap clair. Nous avons en nous tous les atouts. Nous avons en nous toutes les forces pour sortir de la crise. Et seul un cap clair permettra de trouver une nouvelle espérance. On est vraiment très fiers, très contents. On a mené une campagne très dure ces 2 derniers mois. Ça a été intense, mais on est vraiment content pour Laurent. Il a été au plus proche de ses territoires, fier de ses valeurs, fidèle à ce qu'il a dit, à ce qu'il a promis. Et c'est pour ça qu'on est très content pour lui ce soir. Loin derrière, l'alliance de la gauche a fonctionné, mais en mobilisant seulement ses électeurs sans convaincre les abstentionnistes. Illustration d'un plafond de verre ou amorce d'une dynamique. Nous avons un des meilleurs scores cumulés des écologistes et des forces de gauche de France. L'écologie a montré sa capacité à fédérer, à rassembler, à s'imposer comme la première force alternative à la droite extrême et à l'extrême droite. Est-ce que je dois comprendre que vous allez être finalement la chef de l'opposition aujourd'hui à Laurent Wauquiez au Conseil régional? Écoutez, me semble-t-il, en tout cas en nombre de conseillers régionaux, je vais effectivement endosser ce rôle tout à fait. Le grand perdant, c'est le Rassemblement national, 11,3% des suffrages, c'est moitié moins qu'en 2015. En cause, un électorat siphonné par Laurent Wauquiez et des abstentionnistes qui le sont restés au second tour. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faudra garder en tête que la légitimité de cette Assemblée est quand même à discuter. On a beaucoup de jeunes qui se sont abstenus toujours, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de catégories populaires. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas perdre de vue. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faudra aussi travailler sur les raisons à la fois de l'abstention chez les Français et puis particulièrement chez ceux du Rassemblement national. C'est le travail qu'on fait à chaque fois après une élection et plus encore sur une élection comme la nôtre où plus de 60% des électeurs s'abstiennent. Ce qui n'a pas changé non plus entre les deux tours, ce sont les ratés dans l'envoi du matériel de vote. Dans certains départements, les boîtes aux lettres sont à nouveau restées vides. Moi, ce soir, je suis en colère contre l'incurie de l'État qui n'a même pas été capable, dans mon département, d'adresser les enveloppes pour les régionales aux électeurs. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention. Il y a même des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un 2e tour pour les élections régionales. Sylviane, c'est notre tête de liste pour la Haute-Savoie. Vraiment un grand merci. Avec cette victoire haut la main, Laurent Wauquiez se retrouve en position de force pour porter les couleurs de la droite à la présidentielle de l'an prochain. D'autant qu'il fait un meilleur score que ses rivaux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Il entre bel et bien sur la scène politique nationale, il y fait un retour en force, ça on ne peut pas le contester. 2022, Laurent Wauquiez y pense forcément. Laissera-t-il ou non ses ambitions présidentielles de côté pour continuer à se consacrer pleinement à Auvergne-Rhône-Alpes? Réponse dans les prochains mois. En attendant, une autre élection l'attend, à la tête de la région. Elle aura lieu ce vendredi. Récit Philippe Régani, montage Patrick Dehaye. Un dernier mot, Daniel, sur, pour vous, l'enseignement le plus important de cette soirée. La planète Terre est bleue, Auvergne-Rhône-Alpes est également bleue, incontestablement, tant au niveau des régionales qu'au niveau des départementales, c'est une réalité. Mais ce climat propice à la droite, eh bien, il se traduit quand même par des microclimats, effectivement, vert, rose, rouge, essentiellement dans les métropoles et les grandes villes. Voilà le paysage auvergneux-rhône-alpin tel qu'il existe désormais au soir de ce second tour des régionales et des départementales. Donc une France un peu métropolitaine et une France plus périphérique, pour reprendre une analyse assez connue.
C'est un peu plus compliqué en Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a un archipel urbain métropolitain assez complexe et assez unique en France. Et ces microclimats, quel vent vont-ils souffler sur la présidentielle de l'année prochaine? Il va falloir affiner l'analyse des résultats sur ces microclimats, mais ils auront une incidence surtout peut-être pour les législatives. Sur la présidentielle, là je pense qu'on va être dans des logiques différentes avec des tendances plus lourdes qui vont transcender certaines réalités locales. Merci Daniel, merci infiniment. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, vous savez tout ou presque. En tout cas, tout est sur notre site internet aura.france3.fr. Et un grand merci effectivement à l'équipe web Énorme qui travail a ce soir. travaillé toute la soirée pour que vous puissiez avoir accès aux résultats qui vous concernent, qui sont importants pour vous. Et puis tout sera bien sûr aussi demain dans nos journaux, dans nos JT à midi et à 19h. Un grand merci donc à toutes les équipes de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui ont contribué à couvrir cette campagne, à réaliser ces débats, à réaliser ces soirées électorales. C'est toujours un défi qu'on relève avec plaisir. Et un grand merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis ce soir. Un grand merci de nous faire confiance tous les jours pour vous informer dans notre région. On vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée et un très bel été.